progressivement fonction. Ce mardi, 4 d'entre eux ont été installés par le ministre secrétaire général à la présidence de la République. Vous en saurez davantage dans un court instant. C'est une scène surréaliste. Elle s'est produite ce week-end à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Le coffre-fort de la billetterie a été dérobé par des inconnus. Si la caisse a été retrouvée, son contenu, lui, a disparu. Et pour notre grand angle de ce mardi, nous nous rendrons dans la préfecture de Koya, à Nyogoroya, où les femmes sont obligées de parcourir des kilomètres avec leur panier pour se procurer des condiments. Les raisons, elles ont été sommées de quitter leur marché le plus proche. C'est tout pour le sommet. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le coffre-fort disparu le week-end dernier à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia a été retrouvé ce mardi à Koya. L'information a été donnée dans l'après-midi de ce mardi par le recteur qui a été informé de la situation pendant qu'il donnait des éclaircissements autour de ce vol pour le moins rocambolesque. Bernard Koundono, Abdoulaye Kamara pour plus de précisions. En plein point de presse pour expliquer les conditions dans lesquelles le coffre-fort a disparu à l'université de Sonfonia le week-end dernier, le recteur reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, on lui annonce la découverte de la caisse du côté de Koya par les agents de la sécurité. Ça, c'est mon assistant qui a reçu l'information que le coffre est retrouvé à Koya. Au préalable, le recteur de l'université de Sonfonia a, à travers ce point de presse, levé l'équivoque sur les multiples interrogations autour de la disparition du coffre-fort qui, selon lui, servait de billetage à l'université. Cette fois-ci, expressement, nous avons dit que le dimanche est réservé aux préparatifs pour recevoir les étudiants de L1, en plus des autres qui sont là, de L2 et L3 qui sont là. Depuis la disparition miraculeuse de la caisse, le recteur dit avoir mené des démarches auprès des autorités compétentes pour mener des enquêtes afin de retrouver les auteurs. La première des choses d'abord, que lorsque nous étions en réunion, c'est d'appeler l'autorité de tutelle. Après, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons initié une lettre qui est là, n'est-ce pas? Plainte contre X pour vol au sein de notre université. Dans la matinée de ce mardi, un groupe de jeunes enseignants exprimait leur inquiétude face à la disparition de cette caisse à travers laquelle ils sont payés. Malgré la présence de ce détachement de la gendarmerie dans la cour et des vigiles qui sont composés au moins d'une cinquantaine de personnes qui marchent dans la cour partout, comment est-ce que le coffre-fort a disparu avec son contenu? Ces enseignants pointaient du doigt le premier responsable de l'université qui aurait interdit l'accès dans la cour tout le week-end. Le dimanche, ils ont interdit la rentrée à tout le monde. À tout le monde. C'était une manière de préparer très bien leur cours. Pour le moment, le coffre-fort est retrouvé selon cette information. Mais pour l'instant, aucune information ne filtre sur le contenu de la caisse dont le montant tourne autour de 100 millions de francs guinéens. Une situation extraordinaire. Après 3 ans à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Mokhtar Diallo a passé donc le témoin à Aïssatou Baldé, autrefois conseillère à la présidence de la République à la passation de service. Le ministre sortant est revenu sur quelques réformes et acquis sous sa gouvernance. La ministre entrante a quant à elle promis de suivre les pas de son prédécesseur. André Moussiemi Limono, El Hadj Aliouba pour le reportage. C'est en présence de quelques membres du gouvernement et des cadres du département de la jeunesse que Mokhtar Diallo a passé la main à la ministre entrante. Plusieurs projets réalisés sous son leadership et de grands chantiers en cours selon le ministre sortant. La mise en œuvre du programme Intégra, dont l'objectif est d'assurer l'insertion socio-professionnelle de 18 000 jeunes et la réintégration des migrants de retour sur l'axe Conakry, Kindia, Mamou, Pita et Labé, bien sûr, pour la composante qui concerne le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. L'élaboration de la stratégie nationale de l'emploi des jeunes
la formation de près de 8000 jeunes à l'esprit d'entreprise. Nommée le 27 janvier 2021, Aïssatou Baldé est la seconde femme à diriger ce département de la jeunesse après Koumba Diakité décédé. Elle mesure ainsi la tâche qui l'attend et promet de s'investir mieux pour plus de résultats. La création de 100 entreprises pour les jeunes, la création de fonds d'investissement assortis de programmes de formation pour les jeunes, etc. Pour y parvenir, je compte sur l'engagement personnel de chacun des travailleurs de ce département. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, n'a pas manqué de louer les efforts du ministre sortant du département de la jeunesse. Il a insisté sur la détermination du président de la République à mettre la jeunesse au centre de l'action gouvernementale. Je voudrais aussi insister sur le choix renouvelé de Monsieur le Président de la République de faire de la jeunesse et des femmes le focus de toutes les actions et initiatives du gouvernement. Madame a parlé tout à l'heure de l'initiative de créer 100 000 entrepreneurs jeunes. C'est beaucoup, mais à l'échelle de la jeunesse guinéenne, c'est peu. Depuis sa création en 1961, le ministère de la Jeunesse est en son 27e ministre. Toujours dans le registre de passation de service, elle aura passé, 3 ans et demi de fonction au poste de ministre de l'Action sociale, Adja Mariam Silla. Elle aussi passe le témoin à Adja Aïssata Dafé, ancienne de l'Union des forces républicaines. Une cérémonie remplie de vives émotions qui s'est déroulée dans la cour de la Direction nationale de l'enfance devant plusieurs membres du gouvernement. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla pour le compte-rendu. Les deux femmes se présentent au public main dans la main. L'image est forte et symbolique. Mariam Silla cumule 20 ans de vie professionnelle. À la tête du département de l'action sociale depuis mai 2018, aujourd'hui, elle est appelée à passer le relais à une autre avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission. Au plan de la protection de l'enfance, la Guinée s'est alignée sur les standards régionaux, notamment par l'adoption d'un code de l'enfant moderne et à travers le renforcement du dispositif de protection de l'enfant à base communautaire. Le handicap n'est plus une thématique de seconde zone. La ministre entrante a exprimé sa volonté et sa disponibilité à travailler avec les cadres de son département dans le strict respect de la déontologie administrative. C'est à ce prix que nous parviendrons à relever les nombreux défis qui nous interpellent chaque jour. Je voudrais inviter mes proches collaborateurs et collaboratrices à cultiver et entretenir un climat de travail serein respectant la déontologie administrative. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui a présidé la cérémonie, a loué les qualités des deux femmes dans le travail. Je voudrais commencer par la sortante, Madame Diaby Mariam Silla. Elle a raison, elle a été l'une des plus jeunes directrices nationales, je crois, nommée dans les années 98-99 en Guinée. Quant à Madame Aïssata Dafé, Madame Samoura, c'est une femme qui a un parcours personnel, professionnel et politique extrêmement riche. Et ce que je peux vous témoigner ici, c'est qu'elle est aussi engagée, rigoureuse, couverte et gentille. Invite a été faite au cadre du ministère pour une meilleure collaboration afin de relever les nombreux défis sociaux qui s'imposent. Le monde de l'actualité, les membres de la Cour suprême ont reçu ce mardi la délégation conduite par le nouveau chef de file de l'opposition guinéenne. Le tête-à-tête a été bref, certes, mais au sorti des discussions, les enseignements sont riches. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahim Souma. La Cour suprême a été créée dans les années 1990 avec la loi fondamentale. L'institution juridictionnelle la plus élevée avait en son sein la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes. Même devenue simple, elle est chargée de régler les questions les plus fondamentales touchant à la vie, au bien et à la dignité des hommes. Donc, Mamadou Silla et son équipe ont exécuté un devoir. Il a accompli un double devoir, celui du citoyen et celui du député qui cherche à connaître les institutions de son pays et les membres de ces institutions, les problèmes, les objectifs
de ces institutions. La Cour suprême est, sinon la plus vieille, mais l'une des plus anciennes institutions de cette République. Chaque institution, pilier de la République, devrait pleinement jouer son rôle. Le chef de file de l'opposition n'est pas venu non plus enseigner quoi que ce soit. Le nom même indique, on dit Cour suprême. Donc on a dit qu'on compte beaucoup sur eux parce qu'on recherche quand même la paix pour le pays. La paix, là, on ne peut pas trouver. La paix, on ne peut pas développer d'un pays sans la paix. Et donc, vraiment, ils nous ont rassurés de tout ce que la loi, parce que tout le monde travaille derrière la loi, ce que la loi nous a tous conféré, chacun travaille pour ça. Citant le premier président de la Cour suprême, Mohamed Ali Thiam, souligne la nécessité de discuter des questions liées à la vie du pays en vue de trouver des solutions idoines. C'est déjà une très bonne chose que le chef de file de l'opposition vienne s'intéresser à nos problèmes en tant que député, en tant que citoyen. Et monsieur le Premier Président l'a dit tout à l'heure, c'est quand les hommes se parlent qu'ils peuvent proposer des solutions aux problèmes dont ils débattent. À Conakry, la Haute Autorité de la Communication a procédé hier lundi au lancement du processus d'enrôlement des journalistes. Cette cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la télévision nationale RTG Coloma et pour conférer à l'événement toute la solennité. Tous les membres responsables donc, du département étaient présents autour du président de la HAC. Un reportage Marissa Camara, Djibril Kaba Camara. Cette carte est un outil de travail qui facilitera les activités des journalistes sur le terrain. Elle permettra aussi à la HAC de veiller sur le bon exercice du métier, à identifier les professionnels de médias qui rencontrent souvent des difficultés dans l'exercice de recherche de l'information. La carte est celle du journaliste. C'est sa carte d'identité, en dehors bien sûr de la carte d'identité nationale, qui lui reconnaît sa citoyenneté. La carte de presse lui reconnaît la qualité de journaliste. La loi veut qu'elle soit unique et nous la rendrons unique. Le journalisme est un métier noble. À travers cet enrôlement pour la carte professionnelle de presse, la Haute Autorité de la Communication souhaite davantage protéger les hommes de médias. Les journalistes qui en bénéficieront soient les plus méritants. Nous ne demandons pas de la complaisance vis-à-vis de qui que ce soit. Il y va de notre intérêt à tous. Parce que si le métier est exercé dans les règles de l'art, cela nous protège en tant que journaliste, en tant que professionnel. Cette initiative de la HAC mérite d'être soutenue et encouragée, précise ce professionnel du secteur. C'est une bonne chose que les journalistes aient une carte de presse, ce qui va leur permettre d'avoir accès aux sources d'information et d'être protégés sur le terrain. La HAC invite tous les organes de presse publics ou privés à accorder de l'importance à cette campagne pour l'acquisition de la carte de presse. Elles étaient mécontentes, les femmes du marché de Yimbaya Bougie dans la commune de Matoto. Elles sont montées au créneau ce mardi pour dénoncer l'installation de conteneurs en lieu et place de leur étalage. Elles accusent les responsables du marché d'en être les responsables. Un reportage Djenebamba Koulibaly, Alseni Kabara. C'est un sentiment de colère qui se lit sur le visage de ces femmes du marché Yimbaya Bougie. Elles protestent contre l'expropriation de leur place pour y installer ces conteneurs. Derrière ces manœuvres, elle pointe du doigt l'administrateur adjoint du marché. Il n'y a pas de clientèle. Nous souffrons beaucoup. Ils ont fini de transformer nos places en conteneurs. Le responsable qui est là a fini de vendre toutes les places pour les transformer en conteneurs. Les responsables du marché rejettent toute accusation. Ils rassurent qu'il n'y a aucun problème qui les oppose aux vendeuses. Ça, c'est ma première nouvelle. Si c'est toutes les femmes du marché, au moins, sans la femme, l'une d'eux ou l'une d'elles pourra venir nous porter plainte ou nous donner des explications concernant sa place. Mais cela n'a jamais été fait. Ils ont fait appel
avec le micro, plus de 3 mois, en les appelant de venir occuper leur place. Nous, on a respecté les procédures. On a minimisé personne. Là où on a installé le conteneur, ça fait 3 ans, la place est vide. Malgré tout, ces femmes restent engagées à ce qu'elles soient réinstallées à leur place. Elles interpellent les autorités à s'intéresser à leurs préoccupations. Le maire n'est pas au courant de notre situation. Sinon, ça n'allait pas se passer comme ça. Quand on vient voir notre présidente, elle nous dit qu'elle a mené des démarches, mais en vain. Nous demandons à l'État de nous aider. L'État dit que ce pouvoir appartient aux femmes, mais nous souffrons beaucoup. L'inquiétude qu'on a, c'est de nous aider, parce qu'on n'a pas où aller. Le manque de place dans ce marché, à l'image de plusieurs autres de la capitale, font que les vendeuses sont obligées de s'installer sur les bordures de route, nous confie l'une des vendeuses. La région administrative de Kindia vient d'être dotée de nouvelles infrastructures scolaires et d'un forage, un geste d'El Hadj Abdelwakil Almami Keita. C'est une action qui vient donc améliorer l'état des écoles dans la région. Ce week-end a eu lieu la cérémonie inaugurale en présence du premier responsable des affaires religieuses et de toute son équipe. C'est un compte rendu signé Zena Bangoura Lamensila. Kindia en effervescence. Les élèves et encadreurs reçoivent El Hadj Abdelwakil Almami Keita et la délégation du secrétariat général aux affaires religieuses pour la remise officielle des infrastructures scolaires destinées à l'enseignement franco-arabe. Le quartier Kassia a été la première étape de l'inauguration. Ici, il a octroyé 3 salles de classe, une direction et 6 salles entièrement rénovées. À Kernogibia, 4 salles de classe et une direction aussi flambant neuf, un centre de mémorisation du Saint-Coran et les latrines au quartier Samorenya, un forage offert aux habitants du quartier Gare. Nous devons remercier Allah. Si Dieu te donne les moyens, tu dois à ton tour mettre à la disposition de ton pays, tels que la construction des écoles, des forages, mais également donner des sacrifices aux pauvres. Très impressionné par la qualité des infrastructures, le secrétaire général aux affaires religieuses Ali Jamal Bangoura n'a pas manqué de messages à l'endroit des citoyens massivement mobilisés. Nous sommes là aujourd'hui pour magnifier cette réalisation historique. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là avec les représentations des 5 communes de Conakry, plus les cabinets du secrétariat général des affaires religieuses, pour emboîter les mêmes pas pour la nouvelle vision de la gestion des religions dans notre pays. La joie est bien au rendez-vous dans cette cité des agrumes qui se traduit par la prestation des élèves. Ces écoles, qui ont aujourd'hui des nouvelles salles de classe, étaient dans un état délabré, soulignent les responsables. Le directeur préfectoral de l'éducation et les encadreurs remercient et rassurent le donateur à en faire bon usage. Ce bijou est à garder et à entretenir. Donc, comme nous aimons le dire, nettoyer est bon, ne pas salir est meilleur. La cérémonie s'est clôturée par des prières et des bénédictions en faveur de la paix et de l'unité nationale en Guinée. Non loin de là, à Tanene Bouramaya, l'on a soif car cette localité manque d'eau potable. Cette situation inquiète à plus d'un titre les citoyens de la localité. Ils attirent donc l'attention des autorités publiques à agir au plus vite. Rosaline Gotomonemou commente les images d'Amara Alexila. La population de Tanene Bouramaya manque d'eau potable. Dans cette localité, les citoyens n'ont qu'une seule option, consommer l'eau de pluie. Des puits qui ne bénéficient de traitements adéquats et tarissent pendant la saison sèche. Nous sommes en manque d'eau. Tanene est aujourd'hui peuplée. Nous n'avons pas de forage. Les puits que nous avons ne tardent pas à tarir. Les puits fonctionnels ne sont pas nombreux dans cette localité. Certains citoyens parcourent de longues distances pour pouvoir s'approvisionner en eau. Pendant la saison sèche, c'est dans les marigots qu'ils vont chercher cette denrée indispensable à la survie.
et ce, en dépit du grave risque de maladie qu'il court. Il y a des points d'eau qui sont taris et il y en a qui n'ont même pas de point d'eau et quittent loin pour aller puiser de l'autre côté. Le mois de mars, principalement, presque tous les puits sont taris. Il nous faut aller dans les bas-fonds, creuser des petits trous là, chacun cherche à prendre de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau propre. L'hôpital même a des problèmes parce qu'on est trop atteint des amibes et à la fièvre typhoïde. L'eau étant très primordiale pour la vie, les responsables de la commune rurale de Tanene-Bouramaya demandent aux autorités de leur venir en aide. Nous voulons que les autorités et les hommes de bonne volonté puissent nous aider pour qu'on ait des forages suffisamment pour notre population. Et même s'il y a des partenaires qui peuvent nous faire des addictions d'eau, nous le souhaitons. On a de ces points ici, là, on peut faire des addictions d'eau. Ce calvaire des populations de Tanene-Bouramaya dans la préfecture de Doubreka dure déjà depuis des années. Un forage existait dans cette localité, mais ce dernier est endommagé depuis 2018. Un supporter du Sili national local, qui fait d'ailleurs des merveilles actuellement au Chan, au Cameroun, a perdu la vie le week-end dernier lors de l'avant-dernier match de la Guinée. Maxime Dougou Guilavogui, la soixantaine, aurait piqué une crise suite à l'égalisation du but des Tanzaniens par Victor Kantabanduno. Selon une source familiale, le défunt souffrait d'hypertension artérielle. Alpha Oumar Koïta, notre correspondant régional, s'est rendu dans la famille mortuaire pour essayer de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles tout cela s'est déroulé. Jusqu'à 19h mercredi, Maxime Dougou Guilavogui partageait son salon avec sa femme et ses enfants au quartier Ramakonon 2 dans la commune urbaine de Kankan avant de se rendre chez ses voisins où il a suivi le match de qualification de la Guinée contre la Tanzanie pour les quarts de finale du Chan. Il est parti chez nos habitants pour voir. Il pensait que l'image était plus claire là-bas que chez nous. Et quand il est parti, il a vu que l'image n'était pas claire là-bas. Il est parti encore chez un de nos voisins hors de la cour. Et quand ils ont manqué le deuxième but, les gens ont crié. Et comme ça, il était très émotionné. Il sortait, il était très joyeux, émotionné. Il a fait une crise. Transporté d'urgence à l'hôpital régional de Kankan, la soixantaine a finalement rendu l'âme au petit matin du jeudi, le lendemain de son hospitalisation. Arrivé à l'hôpital, il a passé toute la nuit, mais il était en perte de connaissance. Il n'était plus de lui-même, il n'était plus maître de lui-même. Il a passé toute la nuit et c'est le matin à partir de 8 h qu'il est décédé, par suite de sa crise. Connu sous le nom de Maxime Camara, le disparu était un fan des équipes nationales de football qu'a connu la Guinée depuis le premier régime, témoigne l'un de ses amis d'enfance. Depuis 1977, Maxime Dougou supportait l'équipe nationale de Guinée, voire le Afia Football Club et le Sili national. Même en 1977, lorsque le Afia jouait avec le Vitia Club, à 6 h du matin, nous étions déjà sur le terrain. Âgé de 76 ans, le défunt Maxime Dougou Guilavogui, qui souffrait de l'hypertension artérielle selon une source familiale, était jusque-là directeur de stage et le chargé des relations extérieures à l'École nationale d'agriculture et d'élevage, ENAIE de Bordeaux. Il a rejoint sa dernière demeure le vendredi dernier, laissant derrière lui une veuve, 7 enfants dont 4 filles et 11 petits-fils. Paix à son âme. Il est inadmissible que deux fédérations existent en Guinée au compte de la même discipline. Ce sont les mots du ministre des Sports. Sanusi Bantamasso a fait ces déclarations jeudi dernier à l'occasion d'une cérémonie de rencontre avec les présidents des fédérations sportives du pays. Le ministre reconnaît ainsi qu'il existe encore des cacophonies dans le monde sportif guinéen. Si la fédération guinéenne de basketball dirigée par Sakoba Keita pense que la messe est dite, celle dirigée par Amadou Tafsi Camara prévient que le dossier de cette fédération est pendante devant la FIBA Monde. C'est un reportage de Mamadou Boyba El Haj Aliouba rendu par Al-Seni Bari. Le ministre des Sports assure que c'est seulement les fédérations bénéficiaires de délégations de pouvoir qui seront reconnues comme partenaires du département.
Le camp de Tafsir ne trouve pas d'objection, mais demande au ministre d'être neutre et de se faire assister par des spécialistes pour trancher les différends. Cette affaire, il faut qu'il l'étudie en fond et en comble, même avec les spécialistes du basketball. Vous comprenez? Ce n'est pas un dossier où on peut prendre la part de quelqu'un parce qu'on aime sa tête, non. Il faudrait que tu écoutes les deux, qui prennent la peine d'écouter les deux camps. FIBA africain n'a pas réussi à départager le camp d'Amadou Tafsir Camara et celui de Sakuba Keita. C'est pourquoi FIBA Monde a été sollicité. Bon, il y a quelques semaines, disons 1 mois et demi, il y a eu la rencontre du bureau exécutif de FIBA Afrique, vous comprenez. Lors de cette réunion, il a été conclu d'envoyer le dossier guinéen au niveau de FIBA Monde, vous comprenez. La fédération dirigée par Tafsir Camara continue de dérouler ses activités et a commencé à se doter de quelques équipements, comme ce tableau. Sans budget, sans fonds, comme vous savez déjà, nous on essaye de bouger avec les petits sponsors qu'on a. Et jusqu'ici, je peux vous rassurer que tout va bien. Le camp Tafsir revendique aujourd'hui le plus grand nombre de clubs professionnels issus de toutes les régions du pays. Content de retrouver les compétitions, des clubs de l'intérieur du pays saluent les efforts fournis par la fédération. Ça se passe très bien parce que la fédération a pris toutes les dispositions nécessaires. Il se charge de tout d'abord par rapport au déplacement de l'équipe, logement, la nourriture, c'est eux qui font tout, ils prennent toutes les charges. Depuis l'année dernière, deux camps revendiquent la gestion du basketball guinéen. En attendant la décision de la FIBA, les deux bureaux exécutifs continuent de dérouler leurs activités. Les habitants du district de Nyokoroya, dans la préfecture de Koya, souffrent le martyre à cause du manque de marché public. Les femmes de cette localité sont obligées de parcourir des kilomètres pour s'approvisionner en denrées alimentaires. En cause, elles ont été sommées par le chef-secteur de quitter le seul endroit de proximité qu'elles ont aménagé pour leur servir de marché. Il faut tout de même dire qu'un nouveau marché est en chantier, mais les femmes du village refusent d'y aller pour des raisons que vous saurez tout à l'heure dans ce grand format signé André Monsier Milimono, El Hadj Alouba au compte de la rubrique Notre Angle. Ce site est le seul espace aménagé par les habitants de cette localité de Nyokoroya où les femmes y viennent faire leur marché. Cependant, il est objet de tractation. Ces femmes sont sommées de quitter ce lieu par le chef-secteur qui dit trouver un autre espace approprié pour elles. Hors question, rétorque-t-elle. Selon ces femmes, ce site leur a été octroyé par une famille autochtone de la localité pour servir de marché. Elles soupçonnent le chef-secteur d'avoir vendu le marché. Ils nous disent d'aller nous installer très loin d'ici dans la brousse. Là-bas, c'est une zone inhabitée. Ils ont dit qu'ici, ce n'est pas le marché. Et on a trouvé dans l'histoire que c'est ici ils ont promis pour le marché. Mais aujourd'hui, on s'est organisé, on a commencé à faire, on a placé les tables. Les chefs de secteur et ces adultes viennent, ils disent que ce n'est pas le marché. Selon nos informations, le chef-secteur a pourtant trouvé un nouveau site pour la relocalisation de ces femmes. Elles disent ne pas vouloir y transférer vers cette zone qu'elles trouvent dangereuse et surtout située en pleine brousse. Nous, on ne veut pas là-bas. Là-bas, c'est au bord de la mer. Nous nous sommes rendus sur le site en question. Il est en chantier. Seules quelques tables sont visibles, mais il paraît plus vaste que l'autre marché. Le chef-secteur de la localité y est présent. Nous lui tendons le micro pour avoir sa version des faits. Et tout d'un coup, il balaie d'un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Au lieu de parler comme ça, ils n'ont qu'à porter plainte. Quand les vieux, les sages ont été chez le chef de quartier, le quartier les a demandé, il a vendu la parcelle de qui? Il dit, tous ces sages-là ont dit personne. Il dit, bon, pourquoi vous l'accusez? Celui qui sait qu'il a vendu une parcelle, portez plainte.
Parce que je sais que là-bas, c'est l'école. Le jour que nous aurons un projet, la construction d'une école, c'est là-bas que nous allons partir. Le marché, c'est ici. Selon notre interlocuteur, ce problème n'est nullement une question de marché. Il révèle enfin que ces femmes sont manipulées par un groupe de dissidents qui tentent à tout prix de le destituer. Ce n'est pas le problème de marché. Le petit groupe, dire qu'ils vont me mal lever, c'est tout. Hein. C'est tout. C'est tout. Un dissident, un opposant. Ces femmes sont pourtant catégoriques. Elles soutiennent Mordicus que le chef secteur a vendu leur marché. Elles semblent être déterminées à gagner ce bras de fer. S'ils veulent nous enlever ici, il faut qu'ils passent sur nos cadavres d'abord. C'est ici que nous gagnons notre quotidien. Cette situation est loin d'atteindre son épilogue. Les femmes décident d'aller jusqu'au bout. Le chef secteur, lui, promet de les déguerpir une fois l'aménagement du nouveau site terminé. Quand nous aurons fini d'aménager ici tout et tout, ceux qui veulent venir ici pour revendre leurs marchandises ou payer, ils viendront librement. Ceux qui ne veulent pas, ils iront ailleurs. Pour le moment, moi je dirais qu'ils peuvent faire leur achat, sans problème. Après l'aménagement de ce site-là, ils viendront ici. Vous allez les déguerpir. Ah, ça c'est clair. Qui vont refuser. Ça souvent, ils seront devant la loi. Ces femmes désemparées sollicitent la réaction rapide du gouvernement pour éviter le pire. On vient auprès des chefs, au président de nous aider pour qu'on puisse gagner un marché à côté de nous, dans notre quartier aussi. Le maire de la commune urbaine de Koya que nous avons joint n'a pas voulu se prêter à nos questions. Selon les habitants de la localité, il est bien au courant de cette situation que vivent ces femmes. D'ailleurs, c'est lui qui aurait ordonné la délocalisation de ce marché pour un autre site. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.